Cette vidéo vous est présentée par la boutique de Dicehall.com, les prix les plus bas sur vos jeux de société favoris. Salut les gamers, bienvenue à Professeur Board Game, je m'appelle David. Aujourd'hui à Board Game 101, je vous présente le jeu Les Ruines perdues de Narak, un jeu qui a été édité en 2020 par CGE et qui sera traduit en 2021 par Yellow. C'est un jeu des auteurs Min et Elwen, un couple d'auteurs. C'est un jeu qui se joue de 1 à 4 joueurs. On a un mode solo dans le jeu et on en a un amélioré même sur le site web de la compagnie. Et les parties vont durer de 30 à 120 minutes, donc environ 30 minutes par joueur. C'est un jeu dont le but va être de faire le plus de points de victoire. On va incarner des archéologues qui vont tenter de trouver le temple perdu de Narak pour découvrir tous ses secrets et marquer le plus de points de victoire. C'est un jeu qui va mélanger du deck building et du placement d'ouvriers. Donc on va avoir deux archéologues, on va pouvoir envoyer sur les sites archéologiques pour faire différentes actions, ramasser des ressources. Et avec les ressources, on va pouvoir monter sur une piste de recherche pour essayer de trouver le temple. Et on va pouvoir aussi s'acheter de l'équipement pour une expédition, donc des cartes d'objets, où on va pouvoir découvrir des cartes d'artefacts qui vont s'en venir éventuellement dans notre deck. Et on va pouvoir les utiliser pendant la partie. Alors, les ruines perdues de Narak, je vous montre comment on joue, ensuite je vous dis ce que j'en pense, et comme on est lundi, on va vous donner une question du jour pour participer au concours du lundi pour le mois de janvier 2021. On va installer une partie pour 2 joueurs. Premièrement, on va placer le plateau sur le côté du temple de l'oiseau, puisque le plateau est recto-verso et qu'on a le temple du serpent de l'autre côté qui est un peu plus avancé. On va placer les cartes de peur pour former une pioche au centre du plateau principal. On va ensuite séparer les cartes d'objets et les cartes d'artefacts selon les icônes qui sont associées sur le plateau. Et on va faire une pioche avec ces cartes respectivement, donc les cartes objets et les cartes artefacts de l'autre côté. On va placer le bâton de la lune vis-à-vis le numéro 1 qui va nous servir de piste pour compter les rondes de jeu dans la partie. On va révéler une carte d'artefact qu'on va placer à gauche du bâton de la lune et on va révéler 5 cartes objets qu'on va placer dans les différents emplacements qui sont situés à droite du bâton de la lune. Ce seront donc les cartes disponibles pour les joueurs en début de partie. On va ensuite mélanger les tuiles d'idole et on va en placer une face visible dans chacun des 12 emplacements de sites archéologiques dans la section de la jungle. Ce sont des sites que les joueurs pourront découvrir en cours de partie. Et pour la section du haut, donc les sites niveau 2, on va aussi placer une tuile d'idole face cachée. Donc il y aura 2 tuiles d'idole à chacun des 4 sites qui sont niveau 2. Dans une partie à 2 joueurs, on va bloquer certains emplacements sur les sites archéologiques de base. On va prendre les marqueurs de blocage et on va en placer un sur chaque icône où on retrouve 2 bottes. Ces emplacements ne seront pas utilisables dans une partie à 2 joueurs. Sur le temple de l'oiseau, on va aller placer des tuiles temple de différentes valeurs pour former une pyramide. On va placer dans chacun des emplacements un nombre de tuiles égal au nombre de joueurs. Donc on aura 2 tuiles de 11 points dans le haut de la pyramide. On aura ensuite 2 piles de tuiles à 6 points au deuxième niveau de la pyramide. Et finalement, on aura 3 ensembles de 2 tuiles temple au dernier étage de la pyramide, sur l'étage du bas. On va mélanger les tuiles temple bonus et on va aller en placer un par joueur dans le haut du temple ici. Et par la suite, sur la piste de recherche, dans les différents emplacements carrés, on va aller placer face visible une tuile temple bonus, sauf dans les emplacements qui sont pour les parties à 4 joueurs ou les parties à 3 joueurs. On va seulement en placer dans ces emplacements si on a évidemment le bon nombre de joueurs. Donc ici, je vais laisser libre les emplacements 3 et plus, ainsi que les emplacements 4 joueurs.
Sur le plateau de réserve, on va former des réserves avec les différents jetons. Les jetons de pièces d'or, les jetons de boussole, les jetons de parchemin, les jetons de flèches, les jetons de rubis. Et on va se faire des pioches avec les tuiles niveau 1 de site archéologique, les tuiles de gardien et les tuiles niveau 2 de site archéologique. On va aussi former 3 piles avec les tuiles d'assistants qu'on va placer sur leur côté argent. Et on va former des piles égales sur le plateau réserve. On va ensuite prendre ce plateau et on va aller le coller sur le plateau principal. Chaque joueur va se choisir une couleur et va prendre son plateau joueur qui représente son campement. Il va aussi recevoir ses 2 pions d'archéologue, ses pions recherche, une loupe et un manuscrit, ainsi que ses 4 cartes de base à sa couleur. On peut aussi remettre au joueur une carte aide de jeu qui est recto verso. D'un côté, on a le résumé de la séquence du tour de jeu et de l'autre côté, les effets des différentes icônes qu'on peut retrouver dans le jeu. Les joueurs vont prendre de la réserve générale 2 cartes peur et ils vont ajouter cela à leurs 4 cartes de départ. Ils vont les mélanger pour former leur deck de départ de 6 cartes qu'ils vont placer sur leur plateau joueur. Ils vont ensuite placer leur pion d'archéologue sur la tente et ils vont aller placer la loupe et le manuscrit sur la piste de recherche du plateau principal. On va déterminer un premier joueur, c'est le joueur qui est le dernier à avoir visité un lieu pour la première fois. On va lui remettre le jeton premier joueur et le premier joueur va commencer la partie avec une pièce d'or qu'il va prendre dans la réserve et qu'il va placer sur son plateau personnel. Le deuxième joueur, quant à lui, va commencer avec une pièce d'or et une boussole sur son plateau personnel. Une partie des ruines perdues de Narak se joue en 5 rondes de jeu que l'on peut suivre sur la piste où il y a le marché de cartes. À chaque ronde de jeu, les joueurs vont utiliser leurs ressources ainsi que leurs cartes et leurs pions d'archéologue pour aller faire différentes actions sur le plateau pour gagner des ressources, gagner des nouvelles cartes d'items, des nouvelles cartes d'artefacts, découvrir des nouveaux lieux archéologiques ou activer des lieux qui sont déjà sur le plateau, combattre des gardiens et tenter de faire avancer leurs pions de recherche sur la piste de recherche. À la fin des 5 rondes de jeu, le joueur qui aura marqué le plus de points sera déclaré vainqueur. Chaque ronde se sépare en 3 phases. La première phase est la phase de pioche et les joueurs vont l'effectuer de façon simultanée. Donc, chacun des joueurs va piocher les 5 premières cartes de son deck pour former sa main de cartes pour la ronde. On passe ensuite à la phase numéro 2 qui est la phase d'action qui va commencer par le premier joueur et les joueurs vont jouer à tour de rôle, donc vont alterner les tours de jeu dans la phase d'action en exécutant une action principale et des actions gratuites à son tour de jeu jusqu'à temps que les 2 joueurs passent pour mettre fin à la phase d'action. À son tour de jeu, un joueur peut exécuter une action principale et des actions gratuites. On peut reconnaître les actions gratuites avec un symbole d'éclair dans le jeu. Donc si j'ai une carte avec un symbole d'éclair, c'est que je peux la jouer comme une action gratuite. C'est la même chose avec les tuiles d'assistants. Lorsqu'on va réussir à gagner des assistants, comme il y a l'icône d'éclair, on peut utiliser leur effet avec une action gratuite. Et on a aussi certaines actions gratuites sur notre plateau personnel qui pourront être activées lorsqu'on aura des jetons d'idole. Donc, si un élément dans le jeu n'a pas l'icône de l'éclair, cela veut dire que ça prend une action principale pour effectuer cette action. Il existe 7 actions principales qu'on peut effectuer dans le jeu, donc je vais en choisir une des 7 pour l'effectuer à mon tour. La première action disponible est d'aller creuser à un site archéologique qui est découvert sur le plateau. Au début de la partie, on a les 5 sites archéologiques de base qui sont imprimés sur le plateau, qui sont déjà découverts et qu'on peut déjà aller faire l'action de creuser. Pour faire l'action dans un site archéologique pour creuser, on doit avoir 2 choses. Premièrement, on doit avoir au moins un de nos pions d'archéologue disponible sur notre plateau personnel et on doit avoir aussi son moyen de transport qui est demandé. Donc ici on voit qu'il y a des icônes de bot à chacun des lieux archéologiques de départ. Donc on doit jouer un symbole de bot à l'aide d'une de nos cartes. Donc les cartes ont chacune un effet sur le centre de celle-ci, mais on peut aussi utiliser l'icône de transport de la carte pour pouvoir aller déplacer un pion d'archéologue de notre tente vers le plateau principal. Il existe 4 moyens de transport. On a les bottes, on a les voitures, les bateaux et les avions.
On peut toujours utiliser un moyen de transport d'un niveau supérieur pour remplacer un niveau inférieur. Par exemple, si on demande une icône de bot, je pourrais jouer n'importe quelle des icônes. Donc je pourrais jouer une voiture, je pourrais jouer un bateau ou je pourrais jouer un avion. Si j'ai besoin de jouer un symbole de voiture, je peux jouer la voiture évidemment, mais je peux jouer aussi l'avion qui est un symbole d'un niveau supérieur. Donc l'avion peut remplacer n'importe quel symbole de transport. La seule transformation qui n'est pas possible, en fait, c'est de prendre une voiture pour un bateau. Comme elles se retrouvent sur le même niveau, on ne peut pas les remplacer les unes avec les autres. On peut aussi payer 2 pièces d'or pour générer une icône d'avion et ensuite l'utiliser pour transporter un de nos pions d'archéologue. Donc je pourrais jouer ma carte de peur qui est sa seule utilité qui est de jouer la botte qui est dessus. Donc je vais la jouer devant moi dans ma zone de jeu et je vais aller déplacer mon archéologue. Je pourrais l'envoyer ici par exemple et ça me permettrait de faire l'action de ce site qui est de gagner 2 pièces d'or que je vais prendre de la réserve et ajouter sur mon plateau personnel. Pour les autres actions de base, on a évidemment ici 2 boussoles, 2 parchemins, une flèche et ici on doit défausser une carte de notre main pour pouvoir se prendre un rubis. La deuxième action principale est d'aller découvrir un nouveau site archéologique dans la jungle. Il y a 2 sections de jungle sur le plateau. Donc on a la section niveau 1 où il y a 8 sites d'archéologie disponibles à découvrir et qui va coûter 3 boussoles pour aller faire une exploration à cet endroit-là. Et on a la zone de jungle niveau 2 dans le haut qui va demander 6 boussoles pour aller faire une exploration dans cette zone. Pour faire un exemple de découverte d'un site archéologique, disons que mon joueur possédait déjà un jeton de boussole sur son plateau joueur. Il va décider de jouer des actions gratuites avec ces cartes ici qui ont des éclairs. Donc il va gagner une boussole et 2 boussoles en jouant ces 2 cartes dans sa zone de jeu. Ce qui va faire qu'il sera maintenant à 3 boussoles et ce sera amplement pour aller faire la découverte d'un site archéologique de niveau 1. Donc pour découvrir, en plus d'avoir le nombre de boussoles demandées, on doit avoir un pion archéologue disponible sur notre plateau joueur et on doit jouer le moyen de transport qui est demandé selon le site qu'on veut aller découvrir. Disons que je veux aller au site qui est ici, je dois jouer une voiture, donc je vais jouer cette carte comme une voiture, ce qui permet de déplacer mon pion d'archéologue et de l'envoyer à cet emplacement-là. Lorsqu'on découvre un site archéologique, on va commencer par prendre le jeton d'idole qui s'y trouve et on va gagner l'effet de ce jeton. Donc ici, c'est d'exiler une carte soit de ma zone de jeu, soit de ma main pour la sortir de mon deck. Évidemment, je vais aller exiler ma carte de peur, donc je vais la remettre dans la pioche de cartes peur. Une fois l'effet de l'idole activée, on va la retourner du côté face cachée pour montrer qu'on a déjà utilisé le pouvoir et on voit qu'elle vaut 3 points de victoire en fin de partie. On va ensuite piocher une tuile de lieu archéologique niveau 1 et on va la placer à cet emplacement-là et on va l'activer immédiatement. Donc ici, je vais activer son effet qui est de gagner une carte de peur. Donc je vais gagner une carte peur, je vais la placer dans ma zone de jeu. Mais je vais aussi gagner un rubis et un parchemin que je vais placer sur mon plateau joueur. On va aussi piocher une tuile de gardien. Donc en découvrant un nouveau site archéologique, on va réveiller un gardien et on va venir placer une tuile gardien sur le site archéologique et je pourrais essayer de le combattre pour gagner des récompenses et des points de victoire. L'action de découverte dans la section du haut de la jungle fonctionne de la même façon. La différence, c'est qu'on devra payer 6 boussoles au lieu de 3 et on devra jouer 2 icônes de déplacement pour pouvoir envoyer notre pion d'archéologue à ces endroits. On va récolter les 2 idoles. Donc l'idole qui est face cachée ne nous donne pas de pouvoir, mais on va la récolter pour les points de victoire. Tandis que celle qui est face visible va nous donner son pouvoir et on va aussi la garder pour les points de victoire en fin de partie. Évidemment, comme les sites archéologiques niveau 2 demandent plus de ressources à découvrir, les actions de ceux-ci seront plus puissantes et nous donneront plus de ressources et de bénéfices. Les jetons d'idole qu'on ramasse en cours de partie peuvent aussi être utilisés pour faire des actions gratuites sur notre plateau joueur. Chaque plateau joueur comporte 4 emplacements d'actions gratuites dans le haut et chacune de ces actions est associée à un total de points de victoire qu'on va marquer à la fin de la partie si ces cases ne sont pas recouvertes par un jeton d'idole. Par contre, un joueur peut, s'il a des jetons d'idole,
aller couvrir l'emplacement le plus à gauche et ensuite il va pouvoir activer n'importe quel des effets qui se trouvent à côté. Donc soit de transformer une pièce d'or en rubis, soit de gagner une flèche, de gagner 2 parchemins, de gagner une pièce d'or et une boussole, ou bien de piocher une carte de son deck et l'ajouter dans sa main. Donc ici, en faisant mon action gratuite, je pourrais me donner un jeton de flèche par exemple, mais je viens de sacrifier un point de victoire que je ne marquerai pas à la fin de la partie. Si un joueur a plusieurs jetons d'idole, il peut les placer dans les cases d'action gratuite dans le même tour pour pouvoir activer différents effets. La troisième action principale est de combattre un gardien. Pour effectuer cette action principale, un joueur doit avoir un de ses pions d'archéologue sur un site archéologique où il y a présentement une tuile de gardien. Chacune des tuiles gardiens va nous dire ce qu'il faut jouer comme ressource pour pouvoir le vaincre. Donc ici, je dois jouer 2 boussoles et une flèche pour pouvoir vaincre ce gardien. Donc je vais défausser ces ressources de mon plateau joueur et je vais le vaincre. Je vais donc gagner la tuile du gardien que je vais pouvoir placer dans ma zone de jeu. La tuile de gardien va nous donner 5 points de victoire en fin de partie et de plus, il y a un bonus qui se trouve dans le coin. Donc ici, ça va me donner un bateau. Je vais donc pouvoir utiliser une fois dans la partie le pouvoir de la tuile pour me donner un bateau pour payer les coûts de transport d'un de mes pions d'archéologue. Lorsque j'aurai utilisé ce bateau, je vais tout simplement placer la tuile face cachée pour montrer que j'ai utilisé le pouvoir. Que le pouvoir soit utilisé ou pas à la fin de la partie, la tuile va me donner 5 points de victoire. La quatrième action principale est celle d'acheter des cartes, soit des cartes d'items en payant les coûts en or qui sont demandés dans le bas des cartes, ou acheter des cartes d'artefacts dont les coûts sont en boussole, indiqués dans le bas des cartes. Plus la partie avance, moins il y a d'items de disponibles et plus il y aura d'artefacts, puisque le bâton de la lune va toujours se déplacer à chacune des rondes et qu'on va toujours avoir des artefacts de ce côté et des items de l'autre. Je pourrais donc décider de m'acheter le pickaxe qui coûte 1 pièce d'or, donc je vais payer 1 pièce d'or de ma réserve personnelle. Lorsqu'on s'achète une carte d'item, cette carte va aller automatiquement sous notre pioche, donc on est presque sûr de pouvoir la jouer à la prochaine ronde puisque notre deck est très petit. Lorsqu'on a fini de faire l'achat d'une carte, on va glisser les autres cartes pour les envoyer vers le bâton de la lune et on va ensuite révéler une nouvelle carte pour la remplacer. Alors que si à mon tour suivant, je décide de m'acheter une carte d'artefact, je dois payer le coût en boussole. Donc si je paye 3 boussoles de ma réserve personnelle et je vais m'acheter cette carte d'artefact. La carte d'artefact ne va pas sous notre deck, elle va aller immédiatement dans notre zone de jeu et on va jouer immédiatement son effet sans payer le coût. Ici, cet artefact me permet de prendre un de mes jetons d'idole qui est sur la piste bonus des actions gratuites et de l'enlever de cette piste. Donc, je vais pouvoir le réutiliser ou bien marquer les points à la fin de la partie. Comme pour les cartes d'item, on va glisser les cartes vers le bâton de la lune et on va remplacer en piochant une nouvelle carte d'artefact. Si jamais les pioches de cartes item ou les pioches de cartes artefacts sont épuisées pendant la partie, on ne rebrasse pas la défausse. À ce moment-là, il n'y aura plus de cartes de ce type qui sera disponible. On ne pourra pas en ajouter d'autres dans le marché de cartes. La cinquième action principale est de jouer des cartes d'item ou des cartes d'artefacts de notre main pour activer leurs effets. Donc les cartes qu'on a achetées vont devenir disponibles dans nos mains éventuellement dans les rondes suivantes. Donc disons que par exemple j'ai dans ma main un artefact qui est ici et je veux l'utiliser comme action principale. Donc je vais le placer dans ma zone de jeu. Par contre pour jouer un artefact de sa main, on doit payer un parchemin pour pouvoir activer son effet. Donc ça va me coûter un parchemin de mon plateau personnel et je vais pouvoir activer son effet qui est de piocher une carte de mon deck et l'ajouter dans ma main. À mon tour suivant, je pourrais décider de jouer le pickaxe de ma main comme action principale. On voit que je peux transformer une boussole pour faire un parchemin et une flèche. Mais malheureusement, je n'ai pas de boussole. Je vais donc jouer une action gratuite avec mon idole pour aller activer l'action qui est ici, qui me donne une boussole et une pièce d'or. Et je vais ensuite jouer ma carte de pickaxe. Je vais dépenser ma boussole et cela va me donner une flèche et un parchemin. Les cartes d'item n'ont pas toujours un coût, donc on a seulement un coût lorsqu'il y a une flèche, on doit payer ce qui est à gauche et on va gagner ce qui est à droite. S'il n'y a pas de flèche, à ce moment-là, on va simplement activer l'effet de la carte item.
La sixième action principale est l'action de recherche. C'est une action qui va nous permettre de faire avancer nos pions recherche, notre loupe et notre manuscrit sur la piste de recherche pour tenter d'atteindre le sommet, pour trouver le temple de Narak et essayer de découvrir des tuiles bonus qui rapportent beaucoup de points de victoire. Pour faire cette action, on n'a pas besoin de jouer de cartes et on n'a pas besoin de nos pions d'archéologue. On a seulement besoin d'avoir les ressources qui sont demandées sur les embranchements pour pouvoir faire avancer nos deux pions, notre loupe et notre manuscrit. On a aussi une petite règle de déplacement à respecter, c'est que notre manuscrit ne peut jamais dépasser notre loupe, car effectivement, on ne peut pas noter des choses dans notre manuscrit si on ne les a pas découverts préalablement avec notre loupe. Il y a aussi plusieurs embranchements qui vont coûter des ressources différentes pour pouvoir avancer sur cette piste. Et on va avoir des tuiles bonus pour le premier joueur qui va atteindre certains emplacements. Et on va toujours gagner aussi la récompense du palier qu'on vient d'atteindre, soit la récompense qui est en carré avec le manuscrit, ou la récompense ici qui est en forme de loupe selon le niveau qu'on vient d'atteindre avec nos deux pions. Donc, par exemple, je pourrais faire ma première action de recherche. Je n'ai pas le choix d'avancer ma loupe car mon manuscrit ne veut pas la dépasser. Donc, je vais payer un rubis de mon plateau personnel et je vais avancer ma loupe à cet emplacement puisque j'ai payé un rubis pour prendre ce chemin. On voit que la bonus avec la loupe est de gagner une pièce d'or. On va donc la prendre la réserve et la placer sur notre plateau personnel. À mon prochain tour de jeu, je peux faire encore une action de recherche comme action principale. Cette fois-ci, j'ai le choix soit d'avancer mon manuscrit en prenant un des deux chemins, ou je peux continuer d'avancer ma loupe. Donc, disons que je veux avancer mon manuscrit. Je vais alors payer un rubis aussi, et je vais prendre le même chemin qu'avec ma loupe. Donc, il n'y a pas de limite au nombre de jetons qu'on peut avoir dans le même emplacement sur la piste de recherche. Et on voit que la récompense pour le manuscrit est de gagner un assistant. On va donc prendre un assistant sur une des trois piles du plateau de réserve et on va le placer sur son plateau personnel. Donc si je vais choisir cet assistant-là, les assistants sont des effets qui sont des actions gratuites et on peut les utiliser une fois par ronde et lorsqu'on va l'utiliser, on va tout simplement l'incliner pour dire qu'on a activé son effet. Ici, ça serait de gagner un parchemin. À ma prochaine action de recherche, je pourrais payer une flèche et un parchemin pour pouvoir faire avancer ma loupe et prendre le chemin qui est ici. On voit qu'il y a une tuile bonus. Je vais donc l'enlever et réclamer le bonus qui est dessus. C'est une pièce d'or. Donc ce bonus est seulement bon pour le premier joueur qui l'a atteint. Et ensuite, je vais prendre la récompense du palier ici qui est de gagner une boussole. Et plus la partie avance, plus on va avancer avec nos deux jetons sur la piste de recherche. Lorsque je vais avancer mon manuscrit ici, je vais gagner un deuxième assistant. Donc je pourrais prendre l'assistant qui est là. Je pourrais l'activer. C'est un assistant, on voit qu'il donne 2 pièces d'or. J'ai beaucoup de pièces d'or. Et on va voir aussi que si je continue à avancer, disons avec ma loupe, disons le tour d'après, j'ai réussi à avancer mon manuscrit. Ici, on voit qu'on va améliorer un de nos assistants, donc il va devenir du côté doré. À ce moment-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner un de nos assistants et en plus, on va le rafraîchir. Donc, on va améliorer son pouvoir et en plus, on peut l'utiliser immédiatement. Donc, je pourrais ici faire une pièce d'or et un parchemin. Et ensuite, lorsque j'avancerai mon manuscrit plus haut, je vais pouvoir améliorer mon deuxième assistant. Et là, ensuite, les autres bonus, c'est généralement des ressources que ça va générer. Si je réussis à atteindre le sommet de la piste de recherche avec ma loupe, je vais prendre l'emplacement le plus à gauche qui vaut le plus de points de victoire. Et je vais ensuite prendre une tuile bonus entre les deux qui sont là pour pouvoir gagner son effet. À partir de ce moment-là, je vais pouvoir faire des actions de recherche pour aller chercher des tuiles bonus du temple en haut en payant les ressources qui sont demandées. Donc les tuiles qui valent 2 points, on va seulement payer les ressources qui sont devant cette colonne. Donc ici, ça serait une pièce d'or, 2 parchemins. Ici, ça serait un rubis. Et ici, une boussole et une flèche. Si je veux acheter une tuile à 6 points, je vais devoir payer les 2 colonnes qui sont vis-à-vis cette tuile. Donc ici, c'est un rubis, 2 parchemins et une pièce d'or pour acheter cette tuile. Et de l'autre côté, ce serait une flèche, une boussole et un rubis. Alors que pour acheter une tablette à 11 points, je devrais payer les 3 colonnes. Donc je dois payer tous les coûts de chaque colonne pour pouvoir prendre une tablette qui vaut 11 points. Il n'y a pas de préalable dans cette pyramide. Je peux acheter une tablette qui vaut 11 points en partant tant que j'ai les ressources pour payer cette action.
Et les joueurs vont continuer à enchaîner des tours de jeu dans la phase d'action un après l'autre en effectuant une action principale et des actions gratuites s'ils le veulent, jusqu'à temps qu'un joueur décide de prendre la 7e action principale possible, qui est l'action de passer son tour. Une fois qu'un joueur a passé son tour, il ne pourra plus jouer dans la phase d'action de cette ronde et on va continuer ainsi jusqu'à temps que tous les joueurs aient passé, ce qui va mettre fin à la phase d'action. On passe donc à la phase 3 de la ronde de jeu, qui est la phase de maintenance. Premièrement, les joueurs vont reprendre leurs pions d'archéologue qui sont sur le plateau principal et vont les ramener sur leur plateau joueur au campement. Si jamais on prend un archéologue qui est sur un endroit où il y a une tuile de gardien, on va gagner une pénalité qui est de prendre une carte de peur et de la placer dans notre zone de jeu. Ensuite, si les joueurs ont encore des cartes en main qu'ils n'ont pas jouées pendant cette ronde, ils peuvent décider de les placer dans leur zone de jeu pour ne pas les conserver ou ils peuvent choisir de les conserver dans leurs mains. On va ensuite prendre toutes les cartes qui sont dans notre zone de jeu, on va les mélanger et on va aller les placer sous notre pioche. Comme ça, les cartes d'objets que j'ai achetées vont être sur le dessus et j'ai pas mal de chances de pouvoir les piocher et de les jouer à la prochaine ronde. Les joueurs vont aussi rafraîchir leurs assistants en redressant les tuiles assistants de leur plateau personnel. On va ensuite exiler les 2 cartes qui sont à côté du bâton de la lune. Donc ici, cette carte-là va s'en aller dans la pile de cartes exilées. Et par la suite, on va déplacer le bâton de la lune vers la prochaine ronde. Et on va ensuite remplir avec des cartes d'artefacts qui sont toujours à gauche du bâton de la lune. Donc plus la partie va avancer, plus il va y avoir de cartes artefacts disponibles et moins il va y avoir de cartes objets. Et finalement, on va passer le jeton du premier joueur au joueur suivant qui sera premier joueur pour la 2e ronde de jeu qu'on va commencer avec la phase de pioche. Chaque joueur va piocher 5 cartes de son deck pour former sa main pour cette ronde. Et on va jouer la 2e ronde, la 3e, la 4e et la 5e. Et à la fin de la 5e ronde, dans la phase de maintenance, dès que les joueurs auront repris leurs archéologues sur leur plateau personnel, on n'exécutera pas le reste de la phase de maintenance, mais on va plutôt passer au décompte final des points. Les joueurs peuvent utiliser les feuilles de score pour cumuler leur score dans les différents aspects du jeu. Premièrement, on va calculer le score de recherche, donc la valeur de points où notre loupe et notre manuscrit sont sur la piste de recherche. Donc ici, je suis le joueur rouge, ma loupe est à 23 points, mais mon manuscrit est à 2 points, ce qui fait un total de 25 points pour ma recherche. Ensuite, les tuiles temple bonus que j'ai réussi à découvrir, j'en ai acheté 2. Donc ici, 6 plus 2, ça me fait 8 points pour mes tuiles bonus. Mes idoles, j'en ai ramassé 4 pendant la partie. Donc 4 x 3, ça fait 12 points. Et j'ai 7 points qui ne sont pas recouverts. Donc ça fait un total de 19 pour les idoles. Ici, c'est le nombre de gardiens tués. Chaque gardien vaut 5 points. Donc 3 gardiens tués pour 15 points. Ensuite, ce sont les points des cartes items et des cartes artefacts. Donc, on va cumuler les points des cartes qu'on a achetées pendant la partie. Ça me fait 13 points pour mes cartes. Et les cartes peur dans notre deck vont nous enlever 1 point chacune. Donc, j'en ai 3 pour moins 3. On va donc cumuler notre score. Ça me fait un total de 77 points pour ma partie. Le joueur qui a le plus haut score sera déclaré vainqueur. Si jamais on a une égalité, c'est le joueur qui a atteint le temple en premier sur la piste de recherche. Et si aucun joueur n'a atteint le sommet, ce sera le joueur qui a le plus gros cumulatif de points dans sa recherche qui va départager l'égalité. Et voilà, c'est comme ça qu'on joue aux ruines perdues de Narak. Je vous reviens avec mon opinion personnelle. Donc, qu'est-ce qu'on pense des ruines perdues de Narak? Aujourd'hui, on fait un petit spécial. On fait la partie opinion personnelle à 2 avec LP. Parce que, bon, c'est un jeu qu'on a, je pense, tous les deux bien aimé. Fait qu'on voulait tous les deux en jaser. Donc, on a décidé de faire cette partie-là ensemble. On va commencer avec les points positifs. Premièrement, j'ai été quand même très surpris par le matériel de ce jeu-là. Puis par son visuel. Parce que la boîte, le visuel de la boîte ne me faisait pas tant triper. Mais honnêtement, le visuel du jeu, le plateau, les cartes, tout ça, le matériel, les petits jetons de flèches, les petits jetons de rubis, les parchemins, tout ça, la qualité est vraiment superbe. Donc ça m'a quand même assez surpris là, dans le jeu.
Ouais, puis j'irais jusqu'à dire que dans les composantes, c'est moi qui est un grand amateur des différents projets qui viennent de Kickstarter. Quand tu achètes ce jeu-là pour un prix qui est somme toute raisonnable, tu as l'impression d'acheter une version de luxe d'un jeu. Le visuel, les tuiles, c'est des tuiles d'épaisse qualité, les cartes ont de bonne qualité, puis surtout les jetons, les petits cristaux, les épées, les parchemins qui viennent te donner une impression là, deluxified, une impression comme si tu achetais un produit de luxe, alors que tu achètes une simple version magasin d'un jeu. Fait que, oui, les composantes, c'est vraiment un grand point positif. Et le visual art, le style visuel du Ouais. jeu, là, les couleurs qu'il y a sur le plateau, les couleurs qu'il y a sur les cartes, les monstres, les tuiles, etc. Tout est vraiment splendide à l'intérieur de ce jeu-là. Puis le visuel nous aide aussi à s'approprier, je trouve, le thème du jeu. On est une espèce d'aventurier, là, style Indiana Jones, on cherche le temple, on va utiliser des objets, on va essayer de trouver des artefacts pour justement les utiliser dans notre quête. Je trouve que le thème a quelque chose de... Tu sais, ça nous envoie dans une aventure, puis on le feel un petit peu. Puis j'ai aimé plusieurs petites mécaniques qui nous font penser un peu au thème de l'aventurier, notamment quand tu explores une nouvelle location pour révéler une nouvelle tuile, un nouveau lieu dans le fond sur le plateau. Tu sais pas qu'est-ce que ça va prendre pour tuer le gardien. Fait que là, tu as un petit côté push your luck dans le Oui. sens que je m'en vais découvrir une action qui est plus puissante. Je vais même pouvoir la faire immédiatement, mais je vais affronter un monstre. Puis si je réussis pas à le battre, ben là, je vais être pénalisé. Je vais avoir une carte de fear après. Donc, ce petit côté-là de push your luck, je trouve que ça fit bien avec le thème de Ouais. l'aventurier. Puis ça me donne un peu le même feeling que quand je joue à Clank. Tu sais, Clank, t'as le feeling d'explorer le donjon, t'as le feeling, faut faire attention pour réveiller le dragon, faut pas que je fasse de bruit. Ouais. Cette espèce d'excitation-là, je trouve qu'on dans ce jeu-là aussi, ça revient un peu. Là. Ouais, puis si je continue sur l'idée du thème, c'est un peu ma première idée de côté positif. Le thème, il est tellement bien implanté dans ce jeu-là. C'est le genre de jeu que la thématique va t'aider à comprendre les règles du jeu au lieu d'ignorer ou au lieu d'être juste absente. Puis ça va te permettre de t'aider à te rappeler certaines petites règles. Tu sais, les deux exemples qui me viennent en tête, c'est l'utilisation des artefacts. Les artefacts, la première fois que tu trouves un artefact dans la forêt, tu peux l'utiliser immédiatement, mais quand il revient dans ton deck, tu as besoin de dépenser un parchemin. Fait que tu as besoin d'avoir trouvé des écrits sur l'île qui t'aident à comprendre comment cet artefact-là fonctionne pour pouvoir le réutiliser une fois une autre. Même chose sur la piste du temple, il y a une espèce de temple sur lequel on peut avancer. Le temple sur lequel on peut avancer nos deux jetons. Il y a deux jetons avancés. Des fois, on peut se mélanger. Il y en a un qui ne peut pas dépasser l'autre, mais il y a une explication thématique. Je dois commencer par découvrir quelque chose avant de pouvoir écrire à ce sujet-là. Fait que le petit manuscrit ne peut pas dépasser le jeton de découverte. Fait que les explications thématiques viennent aider à se rappeler des petites mécaniques du jeu, ce qui aide grandement à l'immersion à l'intérieur de ce jeu-là. Fait que oui, pour moi, c'est un autre grand plus de ce jeu-là. Je continuerai peut-être en. C'est une chose que j'ai beaucoup aimé de ce jeu-là, si je commence à parler un petit peu des mécaniques qui sont au cœur du jeu, l'espèce de façon dont ton tour, il y a toujours une façon d'y rajouter une action de plus en pensant, je pense que j'ai fini, mais non, finalement, si j'active mon assistant, ça me permet d'aller chercher une recherche, une ressource quelconque qui me permet de faire monter sur une piste de recherche qui va me donner un jeton d'exploration dont j'ai besoin pour déplacer mon deuxième pion explorateur, puis aller découvrir un lieu, puis là, il me restait quelques épées peut-être. Puis tu sais, tu peux des fois penser que tes trucs te finissent pour le tour, puis finalement, tu déclenches un effet de cascade, puis tu réussis à créer 3, 4, 5 actions de plus. Cette impression-là de combo, d'efficacité dans son tour, moi j'ai trouvé ça extrêmement satisfaisant, là, les parties que j'ai jouées. Ouais, puis c'est un jeu que, tu sais, je fais une action, je joue une carte où je vais aller placer un de mes architectes en jouant les cartes de déplacement. Puis là, après ça, comme tu dis, ça fait un effet de cascade. Puis, tu sais, des fois, juste de piger une carte de plus, comme, OK, ben là, j'ai pigé un item. OK, cet item-là va me permettre de faire telle action, qui va me donner tel truc, qui va me permettre d'aller faire une action de recherche. L'effet de comboage dans le jeu, c'est vraiment le fun. Puis, je trouve qu'il y a une belle courbe d'évolution au cours de la partie parce que les deux premières rondes, c'est vraiment quand même assez rapide. T'as pas beaucoup de cartes dans ton deck. Tu feras pas tant d'actions que ça. La ronde va se faire vite. Et plus tu avances dans la partie, plus les rondes vont s'allonger. Mais ils s'allongent pas de façon plate. Ils s'allongent de façon, c'est comme explosive. Là. C'est comme si ton combo explose de plus en plus la partie progresse. Puis au début, tu regardes ça, tu finis de jouer la première ronde, puis tu fais comme, il y a juste 5 rondes dans le jeu, il me semble que j'aurais pas le temps de rien faire. Puis finalement, il y a tellement de comboage, de bonus, puis de trucs que tu vas aller chercher, que tu vas avoir le temps de faire bien des affaires. Puis ça, c'est vraiment satisfaisant.
Ouais, ben c'est le genre de jeu un peu à la Euro, dis-je, où ton premier tour te prend littéralement 3 minutes et demie, le premier tour de jeu au complet, parce qu'évidemment, moi, je n'ai joué qu'à deux dans les circonstances, ou en solo, mais c'est le genre de jeu que je joue une action, Véro joue une action, j'en joue une deuxième, Véro en joue une deuxième, on en trouve peut-être une troisième, puis le premier tour est pas mal fini. Puis le deuxième tour, on en joue 6-7, puis le troisième tour, 10-12, puis le quatrième, 15, le cinquième tour, on a l'impression qu'on joue 20, 15 actions dans le tour. Mais j'ajouterais que l'espèce d'aller-retour qu'il y a dans les actions fait que les tours ne sont jamais longs, ne paraissent jamais longs. Parce que contrairement à d'autres deck building, je ne joue pas toute ma main d'un coup, je fais une action. Fait que je dépense 2 ressources, j'avance sur la piste de recherche. C'est à mon adversaire. Il déplace un assistant, il active son assistant, il va s'acheter une carte. C'est à moi. Puis, fait que les tours sont extrêmement rapides, fait qu'on reste toujours attentif à ce qui se passe. Il y a un petit aspect push your luck. Des fois, j'ai besoin juste d'une ou deux ressources avant de pouvoir aller sur cette tuile-là qui est ouverte pour aller tuer le gardien, mais finalement, mon adversaire finit par y aller avant moi. Puis comme on a un concept de tour extrêmement rapide, c'est jamais ennuyant. Même si le cinquième tour, le quatrième, cinquième tour de jeu peuvent être plus longs, c'est jamais ennuyant. Puis malgré tout, quand on dit que les tours sont plus longs, bon, dans mon cas, les parties à deux, là, ça fait quelques fois qu'on joue. Ça n'a pas dépassé 1 heure une fois qu'on maîtrisait le jeu. Là. C'est pas un jeu qui prend 90 minutes. Là. Peut-être à 4. Peut-être que des fans pourront nous le dire. Ouais, mais c'est ça. Moi aussi, j'ai joué à 2. Ouais, c'est ça. Mais en jouant, j'ai pas l'impression que ça s'éterniserait sur 2 heures et demie, là, comme partie, peut-être 90 minutes, je dirais à 3-4, selon moi. Mais à 2, la dernière partie qu'on a jouée a pris 45 minutes. Là, une fois que tu es habitué et tu t'en vas, ça se joue super bien, super rapidement. Là. Ouais, c'est vrai, on n'a pas le temps de s'ennuyer, les tours sont fluides, ça revient vite à notre tour. Ouais. Puis tu sais, souvent tu te planifies dans ta tête, ok, ce tour-là, je vais faire ça, je vais jouer telle ressource, je vais aller chercher une carte. Le tour d'après, ok, je vais avancer sa piste de recherche, ça va me donner un bonus pour pouvoir faire mon autre action. Puis après ça, je vais pouvoir tuer le monstre. Tu vois la chaîne d'actions que tu vas faire dans ta tête, puis ça, je trouve ça vraiment le fun aussi. Puis Ouais. j'ai juste joué à 2, bon, avec les conditions qu'on connaît présentement, mais toi, t'as pu l'essayer aussi en solo. Oui. Solo, j'ai trouvé ça bien. C'est pas nécessairement mon jeu préféré en solo, mais tu vas rouler. Dans le fond, tu joues une partie relativement classique, là, si on veut. Puis ça te permet de bien découvrir le jeu. Il y a un petit défaut qui revient qui est le même qu'un petit défaut que j'ai trouvé à 2 joueurs. Fait que ça, j'en parlerai quand on va être rendu dans les aspects négatifs. Mais oui, c'est un mode solo que j'ai trouvé très satisfaisant. Fait que si on cherche quelque chose qui est du deck building, de l'euro un petit peu en même temps, de la gestion de ressources, puis qui se fait bien en solo, c'est intéressant. Puis Check Games a pas réédité, c'est pas le bon terme, mais remis à jour une nouvelle version solo sur leur site internet. C'est celle-là que je préfère aussi. Fait que il y en a une dans le livre de règles, mais j'aime mieux celle qui est sur la version de Check Games. Fait que je recommanderais. Puis de toute façon, c'est le fun, on a 2 petites versions différentes. Fait avec des petits des petits ajouts. Fait que c'est intéressant. Puis pour ceux qui se le demandent, le jeu va être traduit en français en 2021. Ça devrait arriver autour du mois de mars, avril, qu'on m'a dit chez Yellow qui vont faire la traduction française. Donc soyez patients parce que oui, les cartes, les items, les artefacts, ils ont du texte. Donc c'est sûr que si t'es pas à l'aise en anglais. Puis justement, les cartes, je trouve que les cartes sont le fun parce que c'est pas genre c'est pas tout le temps juste ça te donne 2 ressources ou ça te donne 3 ressources. Les cartes, je trouve, ils ont des effets qui sont le fun. Oui. Puis à chaque partie, c'est comme ok, ben je vais combiner cet objet-là avec cet artefact-là, puis avec telle action. Puis je trouve qu'il y a vraiment des combos le fun à aller chercher parce que les cartes, je trouve, ont des effets qui sont très variés. Oui, puis c'est pas un jeu que tu vas acheter 30 cartes ou 20 cartes dans ta partie. Tu n'en achèteras pas tant que ça, puis vu qu'il y en a beaucoup des cartes dans 2 decks différents, tu as une carte d'objet puis tu as une carte d'artefact, ça fait que tu verras pas tout le paquet de cartes dans une partie. Donc, en rejoignant, tu n'auras pas les mêmes combinaisons de cartes que tu vas pouvoir acheter, tu n'auras pas les mêmes effets. Puis j'aime beaucoup la façon dont la cascade de cartes va se faire au fur et à mesure que la partie avance. Tu commences avec beaucoup d'objets qui sont disponibles, que tu achètes avec de l'or, qui ont des effets généralement un peu moins puissants. Puis au fur et à mesure que la partie avance, il y a de plus en plus d'artefacts qui sont disponibles, qui sont généralement coûteux, surtout que tu dois payer des jetons d'exploration, des précieux jetons d'exploration pour les acheter. Mais par contre, eux, tu les utilises immédiatement, puis ils ont généralement des effets très puissants. Puis même si l'effet, des fois, tu sors la carte pas nécessairement au moment où tu n'aurais besoin, mais généralement, ils ont aussi des avions comme icône de déplacement, ce qui te permet d'aller n'importe où, ce qui est aussi extrêmement précieux. Donc, j'aime beaucoup la gestion de main de cartes qu'il y a, puis il y a beaucoup d'effets qui te permettent de piger de plus de cartes,
comme on disait tantôt, là, d'étendre ton tour en augmentant le nombre de cartes que tu peux jouer dans un tour de jeu. Fait que ça, j'ai été surpris parce que la première fois que j'ai joué, tu as 6 cartes dans ton deck au début de la partie. Ouais. Puis oh, ça va être particulier. Mais j'aime la façon dont tu achètes une nouvelle carte, elle s'en vient en dessous de ton deck. Fait que tu vas la piger rapidement. Tes artefacts, tu les joues instantanément. Fait que c'est un deck building qui est très satisfaisant. Tu vois tes cartes que tu achètes. Tu vas les utiliser. Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, même si t'en achètes pas gros, c'est important justement ce que tu vas acheter. Par le fait que tu vas les utiliser souvent, ils vont revenir souvent parce que ton deck est petit. Puis, j'ai trouvé ça intéressant aussi que la carte qui pollue ton deck, c'est pas une carte qui est 100% inutile. Non. Elle va quand même te donner une icône de pied qui sert à aller dans les actions de base, mais c'est quand même des actions qui vont rester utiles tout au long de la partie. Oui, il va en avoir des meilleures peut-être sur le plateau, mais j'ai juste une carte de fear, il me reste un bonhomme, je peux quand même faire une action de base qui est quand même bonne pour aller me donner des ressources. Fait qu'au moins la carte a une utilité, mais bon, il y a quand même plusieurs façons de la détruire. Fait que ça aussi c'est intéressant, on peut détruire des cartes facilement avec des effets de jeu, ce qui fait que tes cartes d'artefacts et d'objets vont revenir encore plus vite. Fait que l'aspect deck building est intéressant, même si ça joue pas comme un deck building classique, dans le sens que si ton deck est épuisé dans une ronde, ben tu le rebrasses pas là. Tu peux jouer tout ton deck dans une ronde, puis c'est tout. Là. Mais la dynamique est super intéressante. Puis de mélanger le deck building, le placement d'ouvriers, j'ai trouvé ça vraiment ingénieux. Puis rafraîchissant, autant pour le deck building que pour le placement d'ouvriers. Ça fait une dynamique super intéressante. Puis le jeu, je trouve qu'il y a une belle iconographie aussi. Le fait que les cartes qui ont des éclairs, c'est des actions gratuites. Tu le vois facilement. Les assistants, c'est gratuit. Il y a le petit éclair. J'ai certaines cartes que c'est gratuit. Fait que l'iconographie est simple aussi pour gagner les ressources, les trucs comme ça. Fait qu'encore une fois, l'illustration est belle, mais aussi très fonctionnelle. Ouais, je suis d'accord pour dire que dans ce genre de jeu-là, il y a tellement de petits détails qui pourraient passer inaperçus ou qui pourraient être oubliés à cause d'une mauvaise iconographie ou d'une mauvaise des éléments qui sont pas clairs sur le jeu. Mais lui, tout est simple, tout est facile à comprendre. Puis pour un jeu qui a cette profondeur-là, il est étonnamment simple à saisir et à maîtriser. Tu vas savoir rapidement comment le jeu se joue, tu vas comprendre rapidement c'est quoi les différents enjeux qui sont sur le plateau. Puis c'est un plateau qui est très chargé, mais qui est très clair. Puis ça va aider beaucoup. L'iconographie, comme tu dis, elle est parfaite. Tout est clair partout, tout est clair sur toutes les cartes. On n'a pas eu de confusion sur aucun élément de règle ou sur aucune carte, les différentes parties qu'on a jouées. Donc oui, ça aussi, c'est dans des très très bons points, un point très fort pour le jeu. Ouais, le livret de règles était quand même très bien structuré, très bien fait. On s'y retrouve facilement, puis chapeau pour ça. Oui, puis on pensait à des belles mécaniques. Tu sais, c'est une drôle de combinaison de mécaniques, mais tout s'agence bien. Tu sais, il y a du push here lock à l'intérieur. Je vais explorer. Est-ce que j'ai les ressources pour battre le monstre immédiatement? Je me ramasse avec une carte fear supplémentaire. Il y a du placement d'ouvriers, il y a de la gestion de ressources, il y a du deck building. Il y a une espèce de gros mélange qui aurait pu facilement ne pas fonctionner parce que c'est un jeu qui réinvente rien, mais qui fait tout de façon très efficace à l'intérieur du jeu. Puis en mélangeant tout ça, ça aurait pu être super fiddly, puis ça ne l'est pas du tout, en fait. Oui, c'est ça. C'est la fluidité du jeu, je pense, qui est son plus grand atout. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont eu cette année. Là. Il y en a une tralée là, de deck building mélangée avec du placement d'ouvriers qui est sorti cette année. Nous en parlerons peut-être d'autres à un certain moment. On ne sait jamais. Mais celui-là, il m'a surpris par la simplicité pure, là, si je peux dire, la pureté du jeu. Parce que tout se comprend bien. Puis ma conjointe, c'est pas nécessairement un amateur de jeux, de gros jeux compétitifs. Puis celui-là, la combinaison des thématiques, de l'aspect visuel qui est dans le jeu, l'aspect qu'on s'attaquera pas les uns les autres, on va se bloquer. On peut se bloquer des espaces, mais on ne se fera pas perdre directement de ressources. Puis le fait que quand tu es mal pris, tu peux toujours dépenser les totems que tu as trouvés jusqu'à maintenant pour aller chercher une ou deux ressources qui te manquent, pour aller chercher quelques points de victoire supplémentaires. Ça, j'ai trouvé que c'était une très belle petite mécanique qui te permettait des fois, quand tu calcules mal un tour, tu dis « Ah non, j'avais besoin d'un cristal de plus, j'y ai pas pensé. » Mais des fois, sacrifier un 2 ou un 3 points de victoire, mais pour monter d'une piste sur le temple qui va m'en rapporter 6-7, ça peut valoir la peine. Je trouve que c'est une autre belle mécanique. Ouais, ça te laisse des belles latitudes, ces petits bonus-là que tu peux déclencher. Puis ça fait encore avec le thème de trouver une idole mystique, un petit pouvoir qui te permet d'aller chercher ce qui te manque. Fait que Exactement. ça te dépanne. Exactement.
Puis moi, j'ai trouvé que c'est impressionnant pour des auteurs qui sont à leur premier jeu Ouais. de sortir. C'est un couple, si je me trompe pas. Ouais, c'est un couple qui travaillait chez Check Game, justement, depuis des années, qui se sont lancés dans le design de jeu-là. C'est assez impressionnant comme premier design. Ça paraît que c'est des gens quand même dans l'industrie, je pense qu'ils en ont vu passer beaucoup avec le temps, puis qui ont dû travailler peut-être plusieurs années là-dessus, mais pour un premier design, je suis très impressionné. Ouais, puis je serais pas surpris, je sais qu'il travaillait chez la compagnie, je serais pas surpris justement qu'il était dans des positions où tu vois passer des livres de règles, puis tu as à les éditer et à les relire, parce que c'est une des forces, là, d'habitude des nouveaux auteurs, le livre de règles, il peut être problématique, mais celui-là, c'est un des bons que j'ai lus dans les dernières années. Sinon, côté négatif, on n'a pas grand-chose à dire pour vrai. J'aurais peut-être... Ah ben, si tu veux commencer. Moi, j'ai pas d'insert, j'ai pas d'imprimante 3D comme toi, là, mais tout est dans des sacs dans ce jeu-là. Il y a 10 000 sacs. C'est quand même assez long à mettre sur la table. La mise en place est quand même longue vu qu'il n'y a pas d'insert puis que tout est rangé dans des sacs. C'est vraiment très léger comme point négatif, mais c'est quand même là. Tu sais, un jeu d'une heure, mais qui te prend 15 minutes à installer, c'est quand même assez long pour ça. Ouais, moi je suis d'accord là-dessus. C'est le genre de jeu que, après, comme tu l'as précisé tantôt, moi j'ai la chance de posséder une imprimante 3D. Fait qu'après ma première partie, j'ai dit non, c'est la dernière fois. Il y a trop de cossins dans des sacs différents, puis la boîte ne pense à rien. C'est une grande boîte vide, là. La boîte ne prévoit rien pour que tu puisses, ne serait-ce que d'avoir des petits inserts pour les cartes ou quelque chose comme ça. Fait que ça a été une décision assez facile de. Puis visiblement, quand je me suis promené sur Thingiverse, j'ai pas été le seul à penser ça. Il y avait déjà plusieurs personnes dès les premières semaines de la sortie qui avaient prévu des inserts. Fait que ça, c'est un défaut relativement mineur, mais oui, c'est un défaut. Moi, j'ajouterais peut-être un petit défaut plus parce que je cherche des choses. J'ai trouvé qu'à 2, j'ai hâte de l'essayer à 3 puis à 4, j'ai trouvé qu'à solo ou à 2 joueurs, on ne découvrait pas assez rapidement ou aussi rapidement que je le voudrais. Ce qui fait que généralement, les évoluts qu'on va découvrir vont généralement avoir des meilleurs ratios de bonus versus les ressources que je dois sacrifier pour m'y rendre, ce qui va permettre d'avancer plus rapidement, entre autres, sur la piste du temple. Fait que nous, à 2 joueurs, on n'a pas réussi à se rendre encore à acheter des espèces de tuiles bonus dans le haut du temple. Je ne sais pas si à 4 joueurs, il y a plus de chance parce qu'on va... Ouais, je ne sais pas si à 4 joueurs, il y a plus de chance parce qu'on va découvrir plus de lieux puissants qui vont permettre d'accumuler plus de ressources. Mais tu sais, dans la plupart des parties qu'on a jouées, toi, ce que tu m'as raconté, vous n'aviez découvert un peu plus que nous autres, mais dans les parties qu'on a jouées à 2, on ne découvrait pas plus que 3-4 lieux au total. OK. Nous autres, moi, dans les parties que j'ai jouées, on en découvrait à peu près 3 chacun. Fait qu'à ça, peu près 6, dont un chaque d'un lieu niveau 2, là, par exemple. Sur une possibilité d'une douzaine, fait que c'est quand même pas si mal. Mais ça, c'est que nous autres, le plateau n'était pas si exploré que ça, à 2. Fait que tu sais, puis comme je dis, c'est parce que faut que je trouve des défauts. Ouais, puis de la manière que le jeu est fait aussi, c'est des actions qui coûtent super cher, parce que ça coûte plein de jetons de boussole. Puis au début de la partie, tu sais, t'as pas un engin qui roule bien, t'as pas un deck super fort. Fait que tu dis, je vais-tu aller sacrifier autant de jetons pour aller explorer, puis risquer de pas être capable de tuer le monstre en plus, puis de le laisser à l'autre joueur, parce que les monstres, ça peut donner beaucoup de points, là. Fait que souvent, on attend un petit peu plus, puis c'est pour ça peut-être qu'on n'en découvre pas assez. Ouais. C'est ça. Parce que, tu sais, le premier tour, c'est difficile de l'explorer. Tu n'auras probablement pas les ressources pour tuer le monstre si tu réussis à ramasser les boussoles. Ce qui fait que tu vas avoir juste un bonus de 2 points de victoire en bout de ligne parce que tu vas ramasser le petit trophée, mais tu vas probablement ramasser une carte Fear. Fait il y a ça qui est très, très mineur. Puis l'autre chose qui, moi, me fatigue un petit peu, mais ça, c'est un goût personnel, je trouve que le plateau, il est très grand sans que ça soit absolument nécessaire. Je pense. Okay. J'ai apprécié qu'il y ait une partie du plateau qui n'est pas collée sur le plateau principal. Fait qu'à tout le moins, la zone avec les ressources, tu peux la tasser et la mettre sur le côté. Parce que sinon, on ne rentre pas sur ma table pratiquement. Parce que le plateau, il est très, très, très gros. Fait que ça, j'ai trouvé que c'était... J'aurais peut-être aimé que, tu sais, mettons, le plateau qu'il y ait un plateau pour les cartes, que lui, on le mette sur un côté, il est à gauche. Il y a les zones d'exploration qui sont au centre. Il y a une piste. J'aurais mieux aimé des choses modulables comme ça. Un plateau avec juste le temple, un plateau avec les zones à explorer, un plateau... ou peut-être les zones explorées puis le temple sur le même plateau, des trucs comme ça, pour être capable de mieux organiser l'espace. Parce que là, vu que c'est un plateau qui est fixe, on peut pas vraiment, à part le mettre sur le côté, là, on n'a pas tant d'options que ça pour manipuler. Fait que ça, c'est peut-être la seule chose qui, moi, vient me fatiguer un petit peu au niveau du matériel. Mais c'est rien pour m'empêcher de jouer, par exemple. Effectivement. Donc, somme toute, je pense qu'on a eu vraiment des belles expériences avec le jeu.
C'est un jeu qui, pour moi, va clairement se glisser une place dans les meilleurs jeux de 2020 lorsqu'on fera notre top de l'année au mois de mars. Éventuellement. Mais moi, je vais y aller avec une note de A. Pour moi, c'est un excellent jeu qui, justement, nous offre un mélange de mécaniques qui était peu probable, mais qui fonctionne à merveille avec une fluidité vraiment magnifique, un beau visuel, du beau matériel. Donc, il y a vraiment tout pour plaire à plein de joueurs. L'effet de combo qui est super le fun à développer. Donc, pour moi, c'est un excellent jeu qui est sorti cette année. Moi, dans le fond, pour un jeu que, comme tu le dis, qui a une très très bonne fluidité, qui s'explique facilement, qui, une fois que tu as l'insert, s'installe relativement rapidement. Puis pour tout ce qui amène de positif, puis en plus, un jeu que ma conjointe adore, elle, qui n'aime pas tant les jeux compétitifs, moi aussi, je vais y aller avec une note de A. Parce que j'ai essayé d'y trouver des petits points négatifs, mais c'est juste pour pouvoir écrire quelque chose dans la colonne du négatif. Il n'y a pas grand-chose que j'aime pas, puis je mettrais peut-être qu'avec le temps, ça serait un A- à 2, puis un A à 3 ou à 4. J'ai hâte de voir si la partie a exploré l'environnement. Mais en même temps, c'est un jeu qui ne fait pas si longtemps que ça qu'on possède. Fait que, au fur et à mesure que je vais jouer des parties, c'est des stratégies différentes. Puis j'aime le fait que, sans que ça soit une salade de points, il y a différents chemins vers la victoire. Je ne suis pas obligé de me concentrer toujours à la même chose d'une partie à l'autre. Fait que c'est vraiment une très très belle découverte là, venant de ces nouveaux auteurs. Vraiment un beau succès, puis on a hâte de voir. C'est le genre de jeu qui va être facile aussi de faire une extension. D'ajouter une nouvelle piste de temple ou carrément un nouveau plateau. Il y a un verso même. Moi, je verrais facilement des archéologistes avec des pouvoirs uniques. Que chaque joueur commence avec un archéologiste différent en début de partie qui a un petit pouvoir juste à lui. Ça serait intéressant aussi. Deck de départ asymétrique. Bref, il y a plein d'idées faciles à faire évoluer ce jeu-là. Fait qu'on va surveiller ça d'un œil très intéressé. Oui. Donc, et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Oh, c'est vrai, on est lundi. On va donc donner la question du jour pour participer à notre concours du lundi pour le mois de janvier 2021, dans lequel vous pourriez gagner le jeu Atlante. Donc, la question du jour est la suivante. Quel est votre jeu de deck building favori? Vous nous laissez ça en commentaire YouTube sous la vidéo pour participer. Et pour ceux qui nous suivent sur Patreon et qui nous supportent pour 5$ et plus, vous avez une participation automatique au concours. Donc, si vous participez en commentaire, vous aurez 2 chances de remporter Atlante. Donc, bonne chance à tous pour ce concours. Et si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, vous pouvez cliquer le petit bonhomme en bas de l'écran pour vous abonner. Vous pouvez nous suivre sur Twitter, Facebook, Instagram à Professeur Board Game. Et si vous aimez notre contenu, vous pouvez nous supporter sur Patreon pour nous faire des petits dons. On vous souhaite à tous une excellente fin de journée et continuez de gamer. Ciao, faites attention à vous.